Alors, après les structures de contrôle, on va passer aussi aux notions de package en Python. Notion de package en Python. Je vais fermer mon fichier. Alors, je vais évoquer mon interpréteur pour la suite. Je vais retourner à mon interpréteur. En fait, le langage Python est fait par une large communauté de développeurs et ces développeurs contribuent à l'évolution du langage Python et ils implémentent des modules qui sont spécialisés pour résoudre une tâche spécifique. Par exemple, quand on doit faire des calculs avec des matrices, on a le module NumPy pour Numerical Python pour stocker et appliquer pour stocker des vecteurs et des matrices et appliquer des opérations comme le calcul du produit scalaire matricien, ou aussi le calcul du déterminant, et aussi un module scientifique pour faire l'analyse du signal, par exemple SciPython, aussi un module comme SymPython pour faire le calcul symbolique. Et aussi on a les modules maths pour les fonctions de base. Mais ce qui est très important, c'est que le module doit être installé, ou bien il est préinstallé avec les fonctionnalités de base du langage Python. Par exemple, le module maths, il est déjà prédéfini. On n'a pas besoin de l'installer. Après l'installation de Python, le module maths est installé automatiquement. Donc, ce qui est très important quand on travaille des modules, il faut comprendre la syntaxe, comment est-ce qu'on charge un module et comment est-ce qu'on accède aux différentes fonctions et attributs d'un module. Par exemple, pour maths, on peut charger le module maths ou la librairie maths, par exemple, avec cette syntaxe. Avec cette syntaxe, on peut alors accéder aux différentes fonctions ou attributs de la manière suivante. Par exemple, si je tape maths, je peux regarder quelles sont les fonctions et attributs sont définis dans le module maths. Par exemple, si je tape E, il faut voir que c'est la base du logarithme népérien. Par exemple, si je tape pi, c'est la constante pi qui est développée, qui est stockée dans le module, qui est implémentée dans le module maths. Ça, ce sont des attributs, mais si on regarde encore une fois ici, le contenu ici, on voit que il y a des fonctions comme ACOS pour dire l'arc cosinus, mais aussi on a des attributs ici comme la constante pi, mais aussi la base du logarithme népérien. Et l'infini aussi, inf, voit que peut accéder à la valeur qui est considérée comme infinie par la machine. Et ce qui est très important, il faut noter cette notation pointée pour accéder aux différents éléments qui sont implémentés dans un module. Par exemple, si je dois calculer le cosinus d'un angle, cos d'un angle, disons, 90 ou quoi, bon, 60. Et je signale que les fonctions mathématiques qui sont implémentées dans des langages de programmation travaillent avec des angles qui sont à radian. Alors, je préfère une conversion en radian. Et si je valide, j'aurai la valeur du cosinus. Pour un angle de 60 degrés, le cosinus c'est en demi. Et je signale alors la syntaxe ici. C'est-à-dire que si on fait cette notation, la fonction cosinus est définie dans le module maths dans ce cas. Et ce que j'ai fait pour charger le module maths en utilisant la syntaxe import, je pouvais aussi utiliser cette syntaxe. Par exemple, from maths import, par exemple, cos, import cos, sin, mais aussi tan, tout ça. Alors je pouvais y aller directement en utilisant le nom cos qui a été importé à partir du module maths.
Mais cette syntaxe n'est pas recommandée parce que à chaque fois que vous créez un élément dans l'environnement, dans l'espace de travail, cet élément va occuper un certain espace mémoire. Et il y a risque de conflit. Par exemple, si j'ai déjà chargé la fonction cosinus ou sinus, il y a un risque que quelque part j'utilise le même nom pour désigner autre chose. Alors, il y a moyen d'écraser la variable sin qui était considérée comme étant le nom d'une fonction mathématique. Alors, cette syntaxe n'est pas, cette façon de charger le module n'est pas recommandée. Mais cette technique-ci, on peut toujours l'utiliser. Mais je vais vous montrer encore une fois une autre technique. Par exemple, si on a un module avec un nom à 0, on peut utiliser la syntaxe des alias. Par exemple, import math. Par exemple, si j'estime que le mot math est assez long pour être tapé un peu partout où j'aurais besoin d'accéder à un élément défini dans math, alors je peux introduire un alias, par exemple mt. Mt, par exemple, je peux l'utiliser pour faire le cosinus. Disons, pour calculer le cosinus, comme j'ai déjà renommé mon module math par mt, alors je peux utiliser mt pour faire le cosinus. Ceci est très important, par exemple, si on doit charger la librairie pour faire le graphisme, par exemple, matplotlib.pyplot, par exemple. On peut alors résumer en introduisant un alias, par exemple, et puis RT, et vous remarquez que si à chaque fois on devait taper matplotlib.pyplot, ça deviendrait un peu facilement gênant, mais avec la technique des alias, on peut juste simplifier le nom et utiliser un nom qui est assez court. Alors, je vais parler des modules, par exemple NumPy. Généralement, NumPy pour Numerical Python est importé en introduisant un alias comme celui-ci NP. Alors, avec NumPy, on peut vérifier quelles sont les fonctions qui sont implémentées dans la librairie NumPy. Par exemple, on voit qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est une liste assez élargie de fonctions et méthodes. Et tout comme pour la librairie math, alors pour accéder aux attributs et méthodes qui sont implémentées dans le module NumPy, on a toujours la notation pointée. Par exemple, la même constante pi a été implémentée dans NumPy, mais aussi je crois que la base du logarithme népérien a été aussi implémentée, stockée comme étant une constante. Ce qui est très important, par exemple, avec le module NumPy, c'est que ça dispose de types de variables comme array. Alors, ces types de variables sont des structures de données à l'image des listes qu'on a traitées bien avant. Mais ce qui est très important si on déclare une variable de type array, c'est qu'on a beaucoup de méthodes qui sont déjà implémentées. Faisons une comparaison par exemple avec notre liste. Voyons s'il est encore là. Notre liste a disparu. Alors je vais la réinitialiser. Je vais vérifier quels sont les attributs et méthodes que l'on a sur une liste. Vous voyez que l'on a en tout cas plus des attributs sur des méthodes sur notre liste. Mais par contre, si je déclare un array, np.array, array2, on peut voir notre array et le type de array, c'est ndarray. Alors, si je vérifie les méthodes qui sont implémentées sur notre donnée de type array, on va trouver que j'en ai beaucoup. Hop, allez-y. Ah, voilà. On a toutes ces méthodes et attributs qui sont
implémenter sur notre méthode, notre variable de type array. Et par exemple, on peut voir la méthode, disons, conjugate, s'il s'agit d'un array avec des données de type des nombres complexes, mais aussi on a la méthode dot pour calculer le produit scalaire, et aussi pas mal d'autres, la méthode shape pour changer la forme de notre array, la méthode transpose T, c'est une forme d'attribut, mais si on applique le T, c'est pour transposer. Et on a aussi la méthode shape. L'attribut shape. Pour le moment, je n'ai pas initialisé notre array, mais si je n'initialise un array np dot array, on une liste pour initialiser un vecteur unidimensionnel. Alors, je peux voir le contenu de array. Alors, je peux dire T transpose et je peux dire shape. La forme c'est 4.1, mais je peux dire aussi dot array. Voilà le produit scalaire de array par array. Dans la prochaine vidéo, pour ne pas faire long, je vais parler des notions de fonctions ou les modules, c'est-à-dire que on va implémenter les modules et les fonctions, et je vais expliquer de quoi il s'agit. Alors, à large, comment déclarer une fonction à un module et comment appeler une fonction et renvoyer le résultat. Alors, je vous remercie de votre attention. Bienvenue à la prochaine vidéo. Mujyango converter, stop.